Dans le sud-est du pays, dans la région de Tambacounda, un pont devenu un passage stratégique entre les territoires du Sénégal oriental. Afro-basket féminin, le Nigeria s'impose encore une nouvelle fois devant le Sénégal. Les Lions sont vice-champions d'Afrique, score 84 à 74, 10 points d'écart. Bonjour et bienvenue. Examen du projet de loi hier portant modification du code électoral. Les députés ont voté cette nouvelle loi. Le texte présenté émane des conclusions du dialogue national. Je vous propose de suivre le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui est au micro d'Ibrahim Andane. Je voudrais d'abord rappeler que le projet de loi ne concerne pas que la modification de l'article L28.3 qui permet, lorsque la durée restante de la peine dont on a bénéficié à raison d'une grâce aura expiré, que le condamné concerné puisse retrouver ses droits avec sa réintroduction dans le fichier électoral. Au-delà, il y a eu d'autres avancées issues du dialogue national auquel son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, en parfaite cohérence avec sa pensée politique, avait convié toutes les forces politiques ou toutes les forces vives de la nation à prendre part. Il avait en effet invité les différentes composantes de notre nation à dialoguer autour des thèmes qui intéressent notre vie en commun. Et 9 commissions ont été retenues, mais le point d'attention, c'était naturellement à raison peut-être de l'engouement que cela a suscité, les points qui étaient inscrits en discussion dans le cadre des termes de référence retenus pour les travaux de la commission politique du dit dialogue. À l'issue des avancées notables, dont le rabaissement du taux du fichier général à partir duquel on peut récolter les parrains et valablement participer à l'élection présidentielle, a été retenu. Ainsi, on passe de 0,8 à 1% du fichier à désormais 0,6 à 0,8 lors de ce dialogue. Et si vous l'entérinez par un vote, ce sera désormais inscrit dans le code électoral. Il y a également le plafonnement du montant de la caution à 30 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle. Désormais, on a un parrainage optionnel. Autant les candidats à la candidature peuvent recourir au parrainage citoyen, mais aussi ils peuvent recourir au parrainage par les élus. Désormais, avec 8% des membres de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutifs territoriaux, on peut valablement déposer sa candidature si on parvient à récolter un tel pourcentage. Pour ne citer donc que ces exemples, Monsieur le Président, le dialogue dont la vertu est connue de tous les Sénégalais permet toujours d'enregistrer des avancées notables. Voilà, Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur. Les députés ont magnifié le vote de cette nouvelle loi à la majorité. Pour certains, c'est une réforme consolidante du processus électoral. Nous suivons quelques réactions recueillies par Ibrahim Andane. C'est la démocratie qui a beaucoup avancé. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où aujourd'hui le Sénégalais, dans sa quiétude, retrouve son esprit. Et c'est ça que je qualifie aujourd'hui la grande coalition Benno, Tahaou, Wallou, Réumi. Une nouvelle appellation qui montre la dynamique unitaire qu'il y a eu dans ces textes présentés par le président de la République et dont l'Assemblée nationale a confirmé en demandant par l'intermédiaire de ses députés de pouvoir convoquer cette deuxième session extraordinaire. C'est ça qu'il faut retenir de positif. C'est une loi qui est venue à son heure, grâce également aussi au président de la République, au dialogue. Les conclusions du dialogue nous ont permis en tant que députés de pouvoir voter cette loi qui permettrait également aussi à Khalifa Sall et à Karim Wade d'être candidats pour les élections présidentielles à venir. Des positions politiques se sont affirmées parce que la large majorité, pour ne pas dire l'écrasante majorité des acteurs de l'Assemblée nationale des députés proviennent de partis politiques ou de coalitions qui ont été acteurs du dialogue national. Il s'agit donc aujourd'hui
comme il est de coutume, lorsque le dialogue dépose des conclusions, que l'Assemblée nationale, les acteurs politiques qui sont ici représentés, puissent les adopter. Cela a été le cas en 1992 avec le Code consensuel. Ça a toujours été une tradition que les résultats issus du dialogue politique font l'objet d'une codification législative de manière unanime sans y changer une virgule. Nous avons eu un bon débat avec un ministre de l'Intérieur qui a répondu à toutes les questions, qui a même été attaqué quelque part violemment à titre intuitu personnel, mais qui a su s'élever pour apporter les réponses parce que l'Assemblée est un lieu de dialogue politique. Et je pense que ce que nous avons eu aujourd'hui, les députés de différents groupes parlementaires, tirant dans le même sens, c'est cela aussi l'Assemblée nationale qui, à un moment de l'histoire aussi, sait s'élever et se retrouver parce que le Sénégal n'a besoin de ça, que de ça. Voilà donc la réaction des députés juste après l'adoption donc de la loi portant modification du code électoral hier à l'Assemblée nationale. Autre aspect de l'actualité avec la célébration de la semaine nationale de l'état civil, le ministère des collectivités territoriales à travers l'Agence nationale de l'état civil a tenu une conférence pour évaluer la mise en œuvre du programme de modernisation de l'état civil célébré du 8 au 17 août prochain. La SENEC sera également l'occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de l'état civil. Salut. Ces participants interviennent directement dans le processus de modernisation de l'état civil. Et dans cette dynamique, la sensibilisation occupe une place importante. C'est ainsi que le département en charge des collectivités territoriales compte organiser une semaine dédiée à l'état civil. En prélude à cette semaine, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette rencontre pour faire une revue des différentes interventions, partager avec les acteurs et partenaires les avancées notées dans la modernisation de l'état civil, identifier les nouveaux défis, échanger sur les temps forts de la Semaine nationale de l'état civil. La Semaine nationale de l'état civil est adossée à la Journée nationale de l'état civil instituée par l'Union africaine et célébrée le 10 août de chaque année. C'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, nous a instruit, à l'occasion de la Journée nationale de décentralisation, d'organiser à partir de cette année la Semaine nationale de l'état civil dans l'optique de renforcer la sensibilisation du grand public sur l'importance de l'état civil. Pour cette année 2023, la digitalisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, l'opportunité d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données est le thème choisi par l'Union africaine pour la Journée africaine de l'état civil. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans un bon système d'enregistrement de l'état civil. Une problématique qui touche tant aux droits humains qu'aux conditions de la démocratie et d'un développement durable. Cette rencontre a vu la participation des élus territoriaux, des partenaires, des religieux et autres acteurs. Ils se sont engagés à accompagner le département pour la réussite de ce vaste chantier de modernisation de l'état civil. Direction Saint-Louis qui met en avant ses projets phares dans le processus de formulation du PAP 3 du PSE. Une délégation de la Direction générale de la planification et des politiques économiques est en tournée dans la zone. L'agriculture, l'élevage ou encore le désenclavement sont entre autres sujets évoqués à Abdouad. L'agriculture figure en bonne place dans les projets et programmes proposés par Saint-Louis dans la formulation du PAP 3 du PSE. Un choix qui traduit la place de la région, pôle important de développement des activités agricoles. On sait que Saint-Louis est très bien placé pour aider l'État à atteindre cet objectif. Mais dans la réalité, on sait qu'il y a des efforts extraordinaires qui ont été réalisés dans ce sens, dans la culture, que ce soit du riz, mais aussi dans d'autres spéculations. Mais on n'est pas encore atteint l'autre objectif. Donc il y a forcément des contraintes, il y a des efforts supplémentaires ou complémentaires à faire. Donc nous avons proposé des projets dans le domaine de l'agriculture, surtout dans le domaine de maîtrise de l'eau, dans le domaine de la maîtrise de l'eau, la maîtrise par exemple de l'énergie. Le développement de la culture fourragère, mais aussi le désenclavement de certaines localités à travers des infrastructures routières de qualité sont soulignés dans le document. Un document qui part du diagnostic des actions antérieures pour rendre plus efficaces celles à venir. Donc le diagnostic a été finalisé, j'ai pu dire à 95%. De même que la deuxième partie du document qui est la stratégie et la dernière partie également qui est relative aux
à la batterie de projets, programmes et réformes qui doivent permettre d'opérationnaliser la stratégie est en phase d'être finalisée. C'est la raison pour laquelle le développement devant se faire à la base, on a pensé nécessaire, et c'est effectivement nécessaire, de revenir à ces régions, leur présenter ce qui a été fait de leur contribution, leur prise en charge et leur présenter le produit de ce travail, je dirais de leur travail. Le travail est élaboré grâce à la collaboration des services régionaux, des acteurs de développement, de la société civile et des collectivités territoriales. Un cadre de concertation qui a permis d'inscrire les priorités de Saint-Louis dans le PSE pour les 5 prochaines années. Je crois que tous les gens sont d'accord aujourd'hui. Le développement du Sénégal part de la base au sommet. Contrairement à la politique du top-down, c'est la politique du bottom-up. Une politique ascendante et non pas une politique descendante. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus ou moins, on peut dire que la machine est grippée quelque part. Mais je crois que les orientations, les objectifs initiaux étaient extrêmement importants. Je crois que maintenant, on a fait, comme au médecin, on a fait le diagnostic, on connaît la maladie est curable, on a donné des médicaments. Nous souhaitons simplement que ces médicaments puissent trouver toute leur efficacité. Cette démarche entre dans le cadre de la formulation de la 3e phase du plan d'action prioritaire, coordonné par la Direction générale de la planification des politiques économiques. L'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, veut renforcer la fertilité des sols au Sénégal. Les acteurs se sont réunis pour voir comment l'améliorer, la qualité, afin donc d'obtenir de rendements records. Damsila. En Afrique subsaharienne, la consommation d'engrais reste toujours très faible. En moyenne, 10 kg d'éléments nutritifs sont utilisés par hectare et par an, insuffisant comparé à la moyenne mondiale qui est de 126 kg par hectare. Pour améliorer la situation, chercheurs de l'ISRA, membres du secteur privé, producteurs agricoles et représentants de l'État se sont réunis dans cet atelier d'évaluation de la formulation et la mise en œuvre des politiques sur les engrais et la fertilité des sols au Sénégal. Pour une productivité agricole acceptable qui devrait permettre de satisfaire nos besoins de sécurité alimentaire, nous avons besoin d'améliorer la fertilité de nos sols. Maintenant, la fertilité des sols peut s'améliorer de différentes manières. L'engrais y joue un rôle important, mais également d'autres apports. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la durabilité des écosystèmes se pose. Donc, les réflexions que nous menons sont à permettre de trouver les meilleures pistes pour avoir les leviers politiques, les bonnes pratiques agronomiques à mettre en avant pour que ces sols-là soient fertiles. L'agriculture est la principale activité économique des pays d'Afrique subsaharienne. Paradoxalement, cette agriculture se caractérise par sa faible productivité, d'où l'importance d'une concertation entre acteurs pour y apporter des solutions. Que du côté de l'État, il y a quand même des réflexions à mener sur l'organisation de la distribution, notamment revoir cette histoire de commission locale de distribution, comment l'améliorer pour que les distributeurs que nous sommes puissent amener en toute tranquillité nos produits, qu'ils puissent être distribués en toute tranquillité et que l'État essaie quand même de régler, de respecter ses engagements à temps. Notre principale difficulté, c'est l'accès aux intrants, notamment l'engrais organique, mais aussi l'engrais chimique. Le gouvernement a fait des efforts pour subventionner l'engrais organique, mais ça reste toujours très cher pour le petit producteur. Avec la découverte du gaz au Sénégal, les ingénieurs du Petrosen promettent de fournir de l'urée en quantité suffisante à l'horizon 2028, ce qui permettra d'augmenter considérablement la productivité agricole. Le groupe Petrosen a un projet important de fabrication d'urée, qui est un engrais azoté à partir du gaz naturel qui a été découvert au large de nos côtes. Le gaz pouvant servir à la génération d'électricité ou bien à la fabrication d'engrais ou de polymères plastiques. Et en particulier sur les engrais, nous allons produire de l'urée, qui est un engrais aujourd'hui entièrement importé au Sénégal, pour l'essentiel de Russie, et ça va nous permettre de valoriser localement ces ressources et de ne pas seulement les exporter. Les conclusions tirées de cet atelier seront soumises aux autorités étatiques. De réelles solutions sont attendues pour une agriculture sénégalaise émergente.
Et puis en sport, tout d'abord, donc en sport, jeu de la francophonie, le Sénégal s'est imposé en finale au jeu de la francophonie. Notre pays décroche la médaille d'or face au Cameroun sur le score de 78-54. À rappeler que le Sénégal n'a pas remporté ce trophée depuis 1997. Et puis, Afrobasket, les D Tigers donc, du Nigeria, encore champion d'Afrique, le sixième titre du Nigeria, le 4e d'affilée. Les Nigérianes sont plus que jamais les reines du continent après leur victoire en finale hier devant le Sénégal, 84-74, soit 10 points d'écart. Le résumé du match avec Ibrahim Mboup. Une suprématie incontestable. 4e titre d'affilée du Nigeria à l'Afrobasket féminin. Jusque-là, seul le Sénégal avait réussi un quadruplé entre 1974 et 1981. Autre fait majeur, Rena Wakama devient la première femme head coach à remporter l'Afrobasket. Elle n'en croit pas ses yeux. Ces joueuses ont fait une bonne entame en finale avec Balogun, Ejiofor et Taïwo. Sierra Dillard et Oumou Haïrissar ont marqué les 10 points du Sénégal au premier carton. Le Nigeria en a mis 19. Dommage. Regardez toujours la prise à deux. Le deuxième carton est un concours de 3 points. Les snipers opèrent à visage découvert. Fatou Pouy et Aram Niang, côté sénégalais. Taïwo, Sarah Ogoke et Okoro font la fête sur le parquet. 43-31 à la mi-temps. Faut qu'on évite ça. 12 points d'écart en faveur des D Tigers. Les Lions font un bon 3e carton avec Sierra Dillard, Yassine Diop, Aya Traoré et Oumou Haïrissar. Elles mettent un 26-19 au Nigeria qui est dans un temps faible. À la fin du 3e carton, l'écart des D Tigers n'est plus que de 5 points. Malheureusement, le Sénégal n'a pas gardé le bon tempo au 4e carton. Les Nigérianes en profitent pour mettre fin au suspense et remportent la finale 84-74. Les D Tigers peuvent jubiler. Le Nigeria va être champion d'Afrique. Le Nigeria va être champion d'Afrique. Déception dans le camp sénégalais, c'est la 9e finale perdue par les Lions. Sierra Dillard est dans le 5 majeur de la compétition. La Nigériane Emi Okonko est la MVP de l'Afrobasket 2023. Mérité Noko, titre MVP donc. Congratulations to Okonko Ami. Voilà, c'était le résumé du match avec Ibrahim Mboup. Et puis, il faut le concéder, son coup d'essai a valu un coup de maître en sélection, comme vous le voyez sur ces images. Donc, la néo-sénégalaise Sierra Dillard est élue meilleure meneuse de l'Afrobasket 2023. C'est une consécration pour celle qui a mis d'accord l'Afrique du basket pour sa toute première participation à cette compétition. Voilà. Et puis, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Pour débuter cette édition consacrée aux régions, c'est un passionné de la terre qui s'adonne à l'agriculture dans son village natal à Mesré, dans la commune de Mbar à Gossas. C'est pour parler de Mbaye Touré. Sur place, il exploite plus de 500 hectares avec du matériel agricole de dernière génération. L'élevage est modernisé avec plusieurs espèces. Un portrait signé avec Claire Diop. Le parcours de l'homme est atypique, né et grandi ici à Mesere Narga. La localité est située dans la région de Fatick, département de Gossas, commune de Mbar. C'est à ses 18 ans que Mbaye Touré quitta son village natal à la conquête du monde, avec comme bagage un sachet plastique contenant quelques affaires personnelles et la ferme volonté de réussir. L'aventure commence à Thiès pour apprendre un métier. Des années plus tard, cap sur Dakar, capitale sénégalaise, puis la Libye, l'Italie, entre autres pays du monde. Partout, l'homme a gagné en expérience. Quand j'ai fini d'apprendre mon métier, je suis allé travailler à Dakar. Ensuite, j'ai eu des opportunités pour aller en Libye. J'ai fait Oufra, Agua,
et Benghazi. Je suis revenu à Dakar en 1983 et 1985 m'a trouvé en Italie. J'ai travaillé là-bas pendant longtemps. Après, j'ai eu la nostalgie du pays. Je suis rentré et m'installé définitivement au Sénégal. Des années plus tard, retour au pays, Mbaye Touré devient opérateur économique. Il investit dans plusieurs secteurs d'activité, tels le transport ou le commerce. Je faisais du transport urbain à Dakar et à côté, j'ai ouvert un commerce au marché Tilène. Mais le transport a dominé. J'ai commencé avec les camions gros porteurs pour me faciliter le travail. Avec l'aide de Dieu, j'ai eu de bons résultats. Pour ratisser large, j'ai fait voyager mes frères en Europe. Quand j'ai eu besoin d'aide en ressources humaines, j'ai fait appel à des membres de ma famille. À un moment donné, j'ai senti le besoin de revenir ici au village pour vivre ma passion. Après les aventures, retour au bercail pour retrouver son ancien amour, la terre. Aujourd'hui, il exploite plus de 500 hectares. Plusieurs spéculations y sont cultivées. J'ai commencé l'agriculture. Je pratique une agriculture moderne avec du matériel de dernière génération. Les tracteurs sont là et j'emploie beaucoup de personnes. Je rends grâce à Dieu. Autre amour retrouvé, l'élevage dans le village, des fermes avec diverses espèces. L'élevage, je l'ai toujours fait depuis mon enfance. Je dispose d'une 50aine de chevaux, des vaches, des moutons, chèvres, entre autres. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici. Voyez vous-même, nous voulons étendre et développer davantage nos activités. L'extension de la culture hors saison est expérimentée par Mbaye Touré et les résultats enregistrés sont encourageants. L'homme, un passionné de la terre qui s'y donne corps et âme, il passe ses journées dans les champs. Dans ses hangars, suffisamment de matériel agricole lourd et léger pour mener à bien ses activités. Mbaye Touré prône une agriculture moderne. De la terre, il en demande encore pour emblaver plus de surface. Son objectif, mieux développer l'agriculture au Sénégal et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et je vous le disais en titre, Lompoul Village. Nous irons à la découverte de Lompoul Village, situé dans la zone des Niayes, une localité où se développe le maraîchage. Mais durant la saison des pluies, les activités sont menacées par l'herbe qui réduit du coup la production et augmente donc certains légumes. On en parle avec Seydina Alunfal. Leur Eldorado, c'est ici et nulle part. Ils se battent au quotidien dans ces cuvettes très généreuses. Nous sommes précisément à Lompoul Village, qui est dans la zone des Niayes et qui est marqué par la production maraîchère. Parce qu'ici, nous sommes dans des cuvettes où la nappe phréatique est peu profonde et que nous avons un microclimat qui est très favorable au maraîchage. Ce qui fait que, comme vous le voyez ici, nous sommes dans une exploitation maraîchère. Donc, les terres qu'on a ici sont très favorables pour le maraîchage. La terre ne ment pas, ils l'ont compris. Raison pour laquelle ils ont décidé de rester dans leur terroir, tenter leur chance dans le maraîchage. Ce sont ces herbes qui posent souvent problème. On a recours au désherbage manuel. Donc, on fait appel aux femmes et aux jeunes que l'on mobilise pour faire le désherbage manuel. Donc, vous voyez ici, nous sommes dans un champ d'aubergines amères. Certes, ça se développe, mais vous voyez, il y a beaucoup d'herbes. Et pourtant, on a fait beaucoup de désherbage. Donc, ce qui fait que les plants ne se développent pas bien à cause de l'herbe. Durant la saison des pluies, le maraîchage subit des contraintes, ce qui se manifeste le plus souvent par la diminution de la production et l'augmentation des prix des légumes sur le marché.
Ici, bon, actuellement, c'est la saison des pluies qu'on appelle la période chaude, la saison chaude. Parce qu'il y en a deux, la saison froide, où la production est beaucoup plus développée par rapport à la période chaude. Quand il fait chaud, bon, avec l'hivernage, la production maraîchère, son développement pose un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y a l'herbe qui pousse partout. Ça, c'est un problème qui reste un défi. Et également, il y a les bestioles, donc les ennemis des plantes qui se développent. Ce qui fait que durant l'hivernage, les maraîchers ont du mal à développer de manière optimale leur production. Effectivement, comme vous le constatez, au niveau du marché, c'est très cher. Maintenant, même les femmes, on le voit parfois à la télé, bon, sont en train de dire que c'est très cher les légumes. C'est parce que on ne peut plus produire comme avant. Voyez. Donc, la production baisse. Du coup, il y a une diminution de l'offre. C'est pourquoi, actuellement, donc, durant l'hivernage, il y a une baisse de la production, ce qui fait augmenter les prix. La pompe vient d'être remise en marche. Le technicien a bien travaillé. Mais ici, le système d'irrigation reste obsolète. Maintenant, il y a de nouvelles techniques qui pourraient leur permettre de continuer à produire même en période d'hivernage. Et ça, ce sont des nouvelles techniques comme l'utilisation du goutte à goutte, les micro-asperceurs laser, mais aussi il y a des toiles que l'on met maintenant pour empêcher le développement des plantes. Mais ce matériel n'est pas accessible à nos producteurs. Du coup, c'est pourquoi nous avons mis en place une coopérative agricole pour fédérer nos forces, mais aussi avoir accès au financement que le gouvernement met en place. Mais c'est assez difficile de pouvoir accéder. C'est pourquoi, comme vous le voyez, nous ne pouvons pas produire beaucoup. Mais si on avait ce matériel avec ces nouvelles technologies, on pourrait vraiment cultiver. Parce que, comme vous le voyez ici, nous avons des surfaces inexploitées parce que c'est très difficile avec l'herbe qui pousse un peu partout. Mais si on avait ces moyens, maintenant, la production serait toujours disponible. Les petits producteurs de Lompoul dans la zone des Niayes espèrent qu'avec plus de moyens et de matériel, il sera facile d'augmenter les productions. Normalement, on devrait avoir accès aux matériels agricoles comme les tracteurs, les semoirs, etc. Mais c'est une difficulté qu'on note ici présentement et que les agriculteurs remis ciel et terre pour pouvoir labourer le champ ou bien pour pouvoir faire la jachère, etc. avant les périodes avant le début de la campagne. Il est bien loin ce temps où, durant les vacances, les enfants venaient participer aux travaux dans les périmètres agricoles. Ça, c'est une chose qui existait dans un passé récent. Parce que les jeunes, durant la fermeture des classes, ils venaient souvent pour labourer les champs, pour cultiver les champs, pour que durant l'ouverture des classes, ils puissent acheter leurs propres fournitures, leurs habits, leurs vêtements, etc. Mais vu les problèmes que nous rencontrons en période d'hivernage, comme la présence des herbes, comme certains virus ou bien éléments étrangers qui gaspillent nos champs, donc c'est une chose qui les décourage, raison pour laquelle les jeunes, au lieu de venir cultiver durant les vacances les champs, ils sont dans les villages et que c'est une chose que nous constatons anormale. Ces hommes et femmes, petits producteurs de Lompoul, veulent prendre leur destin en main, ne rien lâcher malgré les difficultés. Voilà, Lompoul qui est à la fois donc une zone agricole et touristique vieille de plus de 200 ans. Il doit son nom au gouverneur colonial de l'époque, Louis Faidherbe. Aujourd'hui, la localité s'apprête à vivre de manière intense l'exploitation du zircon dans ses périmètres touristiques. Présentation de Lompoul avec Lamine Touré.
À moins de 30 minutes de Kébémer, région de Louga, Lompoul Village est une localité touristique très prisée. Son charme, il le doit à cette petite étendue désertique de 18 km² qui accueille chaque année des dizaines de visiteurs. Lompoul est quadrillé sur son flanc ouest par ses eaux ondulées au gré du vent sur cette grande côte. Créé dans les années 1800, Lompoul Village doit son nom à l'administrateur colonial, le gouverneur Louis Faidherbe. Lompoul ki ko sanc mooy Saa Doobal Hawa. Saa Doobal Hawa boobu. Le fondateur de Lompoul s'appelle Saa Doobal Hawa. C'est ici qu'il a rencontré Louis Faidherbe. Le gouverneur faisait escale par là avant de regagner Dakar. Les deux hommes échangeaient difficilement. Ainsi, pour désigner son interlocuteur, Faidherbe dira Lompoul en référence à ses appartenances ethniques. C'est donc Lompoul qui a donné Lompoul. Moi, Lompoul. Lolu mo indi turu Lompoul. Les fondateurs de Lompoul Village viennent de Ranérou, dans la région de Matam. 200 ans après sa création, Lompoul Village est devenu un carrefour où plusieurs communautés ethniques vivent en parfaite harmonie. On trouve dans ce village des Wolof, des Diola et des Sérères. Connue pour ses activités agricoles et touristiques, la localité traverse aujourd'hui des difficultés économiques dues en partie à la faiblesse de ses productions agricoles. Les terres de Lompoul sont riches en ressources naturelles. Elles sont exploitées par les compagnies minières. Le chef de village, Serigne Sirassou, dit craindre pour l'avenir des jeunes de la localité. Le site qui doit faire aujourd'hui l'objet d'exploitation minière concentre beaucoup d'activités touristiques. Nos jeunes travaillent dans les campements. Ils ont décidé de rester chez eux et gagner leur vie. Que faire alors face à cette nouvelle donne? Lompoul Village n'est pas tout de même en marge de la modernité. L'électricité, l'eau sont disponibles. Les populations souhaitent dans cette dynamique bénéficier d'autres infrastructures socio-économiques de base. Autre aspect dans ce journal des régions avec le Sénégal qui célèbre ce 6 août la journée nationale de l'arbre, prétexte pour parler du service régional des eaux et forêts de la Kaolack et le travail abattu au profit des populations. La région comporte 9 forêts classées. On en parle avec Claire Diop. Située dans le bassin arachidier, la région de Kaolack compte 9 forêts classées, une superficie d'environ 5357 km², soit 2,8% du territoire national. La sauvegarde des écosystèmes forestiers, un des objectifs majeurs du service régional des eaux et forêts de Kaolack. Dans la dynamique d'une foresterie participative, des stratégies sont expérimentées pour accompagner les populations. La campagne de reboisement, compte tenu des changements climatiques, mais également des besoins de satisfaction des besoins des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux, donc est une étape importante dans les activités du service forestier. C'est pour cette raison que chaque année, donc à partir du mois de janvier, nous entamons ce qu'on appelle la phase de production de plants. Durant cette phase, tout est mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Cette année, nous avions un objectif de production de 1 678 500 plants. Et pour cet objectif-là, nous avons produit 1 632 447 plants, soit un taux d'exécution de 97%. Des performances notées grâce à une stratégie de travail bien définie, mais surtout grâce aux 298 jeunes recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi.
Voilà, donc c'était avec Claire Diop. Focus aussi sur le pont de Gouloumbou. L'infrastructure relie le Sénégal oriental à la Casamance. Chaque jour, des centaines de véhicules et des motos passent par ce pont pour allier la Casamance et la sous-région. Tidiane Cissé. Gouloumbou est un village situé à environ 30 km de Tambacounda, à proximité du fleuve Gambie. Très proche du Fouladou, ici, il suffit juste de traverser le pont pour être du côté de Kolda. Chaque jour, ils sont des dizaines et des dizaines de piétons à faire la navette entre les deux côtés, sans compter les véhicules et autres moyens de transport. Vous avez ici le fleuve Gambie. Quand vous prenez cette direction, vous allez en Gambie. Par là, vous allez à Kédougou jusqu'en Guinée. Quand on construisait ce pont, on n'avait pas prévu les camions gros porteurs. Avec le développement, il fallait donc trouver des solutions. Ce qu'explique le chef de village, c'est l'histoire du premier pont de Gouloumbou qui a été construit au début des années 1900, mais qui continue toujours aujourd'hui de jouer son rôle pour les populations. Pour des questions de sécurité, les piétons, les charrettes passent sur l'ancien pont. Le nouveau pont est réservé aux véhicules de transport et les motos. Cette règle est bien respectée. Le conseil que je donne souvent aux étrangers, c'est d'éviter de se baigner dans le fleuve, car ils n'aiment pas les étrangers. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font des offrandes avant de traverser, surtout les nouvelles mariées. Jugé vétuste et trop petit par l'État du Sénégal, Gouloumbou va avoir son deuxième pont en 2006. L'infrastructure est aujourd'hui cruciale dans les échanges, la mobilité entre la Casamance naturelle et le Sénégal oriental. Le pont que vous voyez juste derrière moi, c'est le nouveau pont. Et je pense que ce pont a été construit entre 2006 et 2007. Donc, comme vous venez de le dire, ce pont joue un rôle très très important entre le Sénégal oriental et la Casamance. Et plus particulièrement les pays voisins aussi, c'est-à-dire les deux Guinées, la Gambie surtout. L'importance de ce pont n'est plus à démontrer. Vraiment, l'État du Sénégal a bien fait de le construire. Ce que je peux ajouter, c'est seulement appeler l'État à bien l'entretenir. Malgré son importance, les populations de Gouloumbou ont aujourd'hui quelques inquiétudes à son sujet, surtout en cette période d'hivernage. Le problème du nouveau pont, pour moi, c'est que ces fers ont commencé à vieillir. C'est pourquoi ça glisse. Voilà. Le nouveau pont là, on a des difficultés. Pendant l'hivernage, quand ça pleut aussi, le pont glisse. Ça glisse. Donc les véhicules n'osent pas freiner dedans puisque ça glisse quoi. Quand ça pleut, même les motos n'osent pas freiner. Quand ils freinent, tu tombes. Et c'est des choses qui ne sont pas sûres. Tu peux tomber dans le pont et tomber dans le fleuve aussi. Tout ça. Donc c'est des choses qui nous inquiètent beaucoup aussi. Et je pense que aussi l'État aussi doit prendre des mesures par rapport à cela aussi. Le pont ou les ponts de Gouloumbou jouent aujourd'hui un rôle très important dans la sous-région. Avant la construction de ces infrastructures, ici, les noyades et les accidents de véhicules étaient très récurrents et le commerce entre la région de Tambacounda et la Casamance naturelle presque inexistant. Voilà, donc c'était le focus sur le pont de Gouloumbou. Et nous allons à présent à la découverte de Cidade Bellia, où la vieille cité s'est située dans les îles du Cap-Vert, un endroit symbolique du commerce transatlantique des esclaves du XVe siècle. La carte postale de cette belle cité avec Alioune Ndiaye et Fatoumata Banelba, nos envoyés spéciaux aux îles du Cap-Vert. Cidade Bellia, ou la vieille cité, berceau de la nation cabo-verde, située dans l'île de Santiago. Ici, le visiteur est frappé par le paysage magnifique des habitations en hauteur qui narguent les montagnes qui se jettent en mer. Autour d'un sentier peut apparaître une petite maison ou une ville agrippée aux rochers. La végétation tropicale donne aux visiteurs des envies de randonnée. Cet incontournable site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009.
À notre arrivée à la Cidade Velha, les rythmes endiablés du batuca, la danse des esclaves, nous accueillent. À partir de Cidade Velha, justement, il y a ce qu'on appelle un rayonnement humain. Les premières personnes vont habiter ici. La culture telle qu'on la conçoit aujourd'hui, notre manière de manger, de chanter, de danser, elle naît ici. Et ensuite, elle va dans toutes les îles, mais pas seulement dans les îles, mais sur cette île de Santiago, elle essaime dans toutes les localités. Et c'est parce que c'est ici qui a été la zone de centrifuge, justement, le grand zéro de la culture capverdienne. Située à 15 km de Praia, la Cidade Velha était au XVe siècle une escale maritime clé de la colonisation portugaise et de son administration. Elle est aussi la première ville coloniale construite par les Européens sous nos tropiques. Cidade Velha fut un carrefour de la traite négrière et du commerce maritime international entre les routes de l'Afrique et du Cap, du Brésil et des Caraïbes. Ce site, il représente la diasporisation atlantique des esclaves. Les esclaves, les Noirs qui vont arriver par la mer, je dis bien, en Europe vont passer par Cidade Velha. Les premiers Noirs qui vont arriver au Brésil vont passer par Cidade Velha. Et les premiers Noirs qui vont arriver à Jamestown, aux États-Unis, vont passer par Cidade Velha. Cette forteresse qu'on a visitée, elle n'était pas unique. Et là où nous sommes, vous regardez autour de vous, je peux vous montrer 6 ou 7 forteresses. Et ce site va être l'une des places les plus défendues dans toute l'Afrique de l'Ouest. À l'image des autres îles du Cap-Vert et de Praia, Cidade Velha garde encore les stigmates des constructions européennes. L'héritage du colon portugais reste visible sur toute l'architecture de la cité. Il y a l'architecture militaire. Et je disais tantôt que toutes les fois qu'on a des militaires en présence, c'est parce que l'économie a un rôle fondamental. Il y a eu une transformation de l'économie atlantique à partir du commerce atlantique des esclaves. Et justement, très tôt, le Cap-Vert et ce site, Cidade Velha, sera l'une des plus grandes escales d'achat et de vente d'esclaves. Le deuxième type d'architecture, c'est l'architecture religieuse. Et pour la première fois dans l'histoire du catholicisme, on a un site où il y a plus d'églises par mètre carré par habitant. Parce que justement, les Portugais très tôt vont se lancer dans une nouvelle économie qui est celui de transformer les esclaves en pièces monétaires. C'est-à-dire quand un esclave est baptisé, l'esclave baptisé était plus cher que l'esclave non baptisé. Troisième type d'architecture, c'est l'architecture civile. La vieille cité, c'est aussi une expression de couleurs, de paysages pittoresques qui renvoient à l'île de Gorée du Sénégal. D'ailleurs, beaucoup de similitudes peu connues sont notées entre les cultures des deux pays voisins. Si vous parlez très bien Wolof, vous allez savoir que par exemple, comment on appelle les policiers, c'est les Alkati. Alkati, ça vient d'Al-Qaïd, qui signifie justement les gens qui contrôlaient le commerce des esclaves, l'achat et la vente. Le pain, ça vient du portugais boroa, qui est justement des galettes de pain que les Portugais ont apportées non seulement sur la côte ouest africaine, vous allez au Burkina Faso et tout, ce sont les mêmes mots, c'est le bourou par exemple, qui vient de boroa. On peut aussi prendre par hasard le vin, on dit bignou. L'alcool, on dit sangara, qui vient de sangria. Le citron, limon, je ne sais pas, le sucre, etc. Et il y a énormément, la cuillère koudou, je ne vais pas faire l'ensemble de l'inventaire, mais dans le Wolof tel qu'on le parle, dans le Peul, dans le Sérère, on a énormément de mots qui sont nés dans ce contexte atlantique des esclaves. À la place publique de Cidade Velha, un petit commerce pour touristes s'est installé au fil des années. À l'origine de cette activité florissante, Mam Aram Ndiaye, une Sénégalaise de 57 ans qui vit ici depuis 2004. Avant de venir au Cap-Vert, j'allais en Tunisie pour mon commerce, mais les conditions climatiques n'étaient pas vraiment favorables. C'est par la suite qu'une amie m'a conseillé de venir au Cap-Vert. Au début, j'avoue que c'était très difficile, car je ne connaissais personne ici et j'ai vécu 3 années de souffrance et d'errance avant d'assimiler la vie capverdienne. À l'époque, je vendais des poupées et c'est au cours du carnaval de 2005 que j'ai pu écouler mes marchandises, 10 € chaque poupée. Et depuis lors, je vis bien car la grâce de Dieu, je vis de mon commerce et je fais des va-et-vient entre Dakar et Praia.
La seule difficulté ici, c'est l'obtention de papiers pour la nationalité. Et il y a beaucoup de tracasseries administratives, c'est ce qui nous fatigue un peu. Je remercie aussi la municipalité qui, à l'époque, m'a beaucoup soutenu. D'ailleurs, c'est le maire qui m'a autorisé à m'installer dans cet espace et depuis lors, tous les gens de la cité vendent des objets d'art et c'est très bon pour l'économie. La Cidade Velha reste pour les Cap-Verdiens un site touristique à faire connaître davantage. Toutes les hôtes de marque ou touristes qui viennent à Praia y font un tour pour connaître ce pan de l'histoire riche du continent noir. À chaque arrivée de nouveaux visages, apparaissent les femmes créoles chantant la morna et dansant le batuca, en souvenir aux ancêtres qui ont vécu sous l'ère de l'esclavage. Voilà, nous étions à Cidade Velha ce matin aux îles du Cap-Vert. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de coordination. Mais ne quittez pas, je vous retrouve dans un instant pour la version Wolof.